Bien, nous allons commencer pour la dernière séance de cette série de cours. Donc, sur les lentilles gravitationnelles. Donc, les grandes lignes de l'exposé, ce sera d'abord des rappels du principe de la théorie des lentilles, fortes et faibles. Et puis, nous allons nous intéresser aux lentilles faibles, ce qu'on appelle cisaillement cosmique, ou shear en anglais, aussi appelé weak lensing, ou WL. On va montrer combien c'est un outil très utile pour avoir la masse des halos de matière sombre, que l'on ne peut pas avoir autrement, et notamment aussi le biais entre la masse visible que l'on voit avec les étoiles et tout le reste de la masse, l'essentiel, qui est caché. On va s'intéresser aussi à la lentille faible du fond cosmologique. Ici, vous avez une petite illustration où on voit le ciel observé par Planck, par exemple, la température, les anisotropies de température en plus et en moins, qui évidemment vont nous arriver, tous les photons qui viennent du fond cosmologique, c'est-à-dire de la dernière surface de diffusion, vont être défléchis par toute la structure à grande échelle qui se produit dans l'univers jusqu'à nous. Et donc ça va être à la fois un problème, puisqu'on va avoir des perturbations du signal initial, mais aussi une chance, puisqu'on va pouvoir en déduire la statistique des grandes structures directement. Donc on va un petit peu calculer comment on peut faire, et c'est ce moyen-là qui va nous donner des diagnostics, des contraintes sur l'énergie noire, la gravité modifiée, etc. Et enfin, un troisième élément, c'est de se servir des amas de galaxies comme télescope gravitationnel, puisqu'il amplifie toutes les galaxies qui sont derrière. Il y a des galaxies à très très grand redshift qu'on ne peut pas voir autrement, donc on va regarder tout ce secteur en plein essor, de regarder les galaxies à redshift 8, 9, 10, donc les galaxies primordiales. Donc le principe déjà des lentilles, comme vous le connaissez déjà, vous avez une galaxie de fond qui va rencontrer sur la ligne de visée entre l'observateur et la galaxie, il va y avoir une grosse masse, un amas de galaxies qui est représenté ici, et donc qui va défléchir le rayon lumineux avant d'arriver dans l'œil de l'observateur. L'observateur, lui, va extrapoler de façon linéaire et va penser que la galaxie est ici, ou alors par exemple ici. Donc on va avoir plusieurs images d'une même galaxie, c'est qu'on appelle mirage gravitationnel. On a une idée de ces mirages lorsqu'il y a de l'air chaud dans un désert, par exemple. On y voit des lacs qui n'existent pas, par exemple. Donc ici, on sait, alors on peut faire un calcul, c'est assez amusant parce que le calcul newtonien n'est pas très loin du calcul relativiste. Lorsque on a un potentiel, donc Gm sur R, et une particule qui va à la vitesse v et qui va être donc défléchie de façon gravitationnelle, on sait qu'on peut calculer de façon newtonienne la déflexion. L'angle alpha, c'est 2 fois le potentiel Gm b sur v2 si v est la vitesse de la particule. Et quand on fait un calcul relativiste pour les photons qui, eux, vont à la vitesse c, ce n'est pas un facteur 2, mais un facteur 4. Donc, il suffit de faire les mêmes calculs que Newton, mais en multipliant par 2. Donc on peut avoir soit une image, soit une distorsion de l'image, soit un petit arc, une image qui est cisaillée, tiraillée un petit peu dans les sens. Donc c'est ce qu'on appelle cisaillement. Alors, historiquement, un petit peu les premières lentilles que l'on a vues, elles étaient prédites évidemment par la relativité générale par Einstein en 1915. En 1920, on avait commencé à calculer, et peut-être, les 50 ans plus tard au moins, 60 ans plus tard, Walsh, en 1979, a détecté un quasar double, Q0957. Les deux quasars étaient distants de 6 secondes d'arc, et ça, c'est quelque chose de très très rare, parce que les quasars, surtout au redshift de 1.4, sont assez rares. Et aussi près l'un de l'autre, c'était vraiment, soit c'était deux galaxies en interaction qui étaient actifs en même temps, ce qui est aussi très rare puisque l'activité d'un noyau actif ne dure que 40 millions d'années. Donc ceci avait intrigué Walsh et il avait fait un spectre de ces deux quasars, et le spectre était vraiment un clone l'un de l'autre. C'était exactement le même spectre, d'où il a déduit que c'était deux images du même objet à 6 secondes d'arc. Ça, c'est la première lentille. Mais il a fallu encore attendre une dizaine d'années pour voir des anneaux d'Einstein en radioastronomie, parce qu'en radioastronomie, vous avez des objets puissants qui sont des noyaux actifs avec un cœur et puis des jets radio, dont on a parlé beaucoup dans cette série de leçons ici. Et lorsqu'on a beaucoup de résolution spatiale, quand on fait de l'interférométrie à grande longueur d'onde, le VLBI, Very Large Baseline Interferometry,
on peut avoir une bonne résolution. Et il y a toujours un petit point du jet radio, comme c'est très étendu, qui se trouve en coïncidence avec une lentille, avec une galaxie devant. Et on voit souvent ces anneaux. Donc les anneaux ont été détectés d'abord en radioastronomie. Ici, en voilà un exemple. Et puis ensuite, il a fallu avoir beaucoup de résolution spatiale. Donc le Hubble Space Telescope, dans les années 95 à 2000, a commencé à voir ces anneaux. Au départ, quand on fait une image au sol, on ne le voit pas, ça se confond avec une galaxie, avec un bulbe et un disque, vu qu'on a un seeing de 1 seconde d'arc. Le Hubble en optique a une résolution de 0,1 arc seconde, donc 10 fois mieux, et on arrive à voir ces arcs, donc un certain nombre d'arcs ont été vus. Mais tout ceci était autour de galaxies, c'est-à-dire une lentille faite par une seule galaxie, et il faut une coïncidence d'avoir une galaxie derrière. À ce moment-là, le potentiel est assez petit et on a une distance entre l'image et l'objet de quelques secondes d'arc. Alors pour les amas de galaxies, ça a été découvert en 87 par ce travail de le groupe de Toulouse, Geneviève Soukail et al. En 87, avec le télescope Canada-France-Hawaï qui a une très très bonne atmosphère, avec un signe qui est inférieur à la seconde d'arc. Ils ont vu cet amas, Abel 370, avec une espèce de perturbation. Au départ, on se demandait vraiment qu'est-ce que c'était cet arc bizarre dans un amas de galaxies. Ça pouvait être une queue de marée d'une galaxie en interaction. Et puis, flûte. Excusez-moi, j'ai oublié de... Je vais enlever tout ça. Donc, excusez-moi, on va revenir ici. Donc, ici, les arcs. Donc, ça a pris un certain temps avant de se rendre compte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire le spectre de cet objet-là. C'est assez difficile puisque c'est assez peu brillant. Donc la galaxie est à 0,59, donc un redshift différent de l'amas. Et donc ça a été la découverte des arcs qui sont en fait des arcs gravitationnels. Alors vous voyez qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à voir. On peut comparer les deux. Alors c'est pas la même orientation. Cet amas fait deux galaxies très brillantes, principales d'amas. Et puis cet arc, et vous voyez on appelle cet arc un dragon, on a une tête de dragon ici, et on ne voyait pas que c'était une forme de galaxie, ici on le voit très clairement avec le Hubble. Donc ça fait beaucoup de progrès et il semble que c'est évident, mais ce n'était pas aussi évident quand on voyait ces images qui étaient pourtant la meilleure qu'on pouvait faire à l'époque. Et quand on regarde a posteriori dans les articles de journaux, on voit des images, des plaques, et les gens avaient vu ce genre de petit arc, mais pensaient que c'était soit un défaut de la plaque, soit une interaction de marée. Donc on a redécouvert en fait ces arcs-là. Et alors aujourd'hui, quand on regarde les images les plus récentes, vous voyez, c'est très très complexe, il y a énormément d'images. Ici par exemple, vous avez un zoom de cette région-là, on voit qu'il y a une autre galaxie qui est d'arrière-plan, et cet arc-là se décompose en petits objets. On voit qu'il y a une caustique où il y a 5 images, par exemple en rouge, vous avez 5 images dans cet arc. Vous avez d'autres images en bleu, d'autres redshifts, etc. Donc c'est vraiment très complexe. On va essayer de décrire quelques-uns. Tout ce qu'on peut tirer de l'étude détaillée d'un amas avec un grand nombre de galaxies qui sont entre z égale 1, 2,5 et même beaucoup plus, jusqu'à 7. Donc c'est très très riche comme information. Alors si je reviens au principe, c'est assez simple. On a une galaxie de fond, un amas de galaxies, les rayons lumineux en rose. On ne voit pas très bien, mais ce sont les fronts d'onde qui sont en vert. Et on voit nettement que lorsqu'on est très loin de la lentille, il y a très peu de perturbations. Alors ça, c'est une caractéristique qui est différente de la lentille optique, où on a beaucoup plus de déflexion au bord de la lentille et aucune déflexion au centre. C'est le contraire, on a beaucoup de déflexion au centre et pas beaucoup au bord. Et lorsqu'on voit que les fronts d'onde se recoupent, on a une caustique ici, et brutalement, on a un nombre d'images qui peut passer de 1 à 3, et on a toujours des nombres impairs, 1, 3, 5, 7. En fait, on en voit toujours un nombre pair, mais il y a toujours une cinquième ou une septième qui est assez peu visible. Donc c'est toujours, on saute, lorsqu'il y a une caustique, on saute d'une image à 3, à 5, à 7. Donc voici le principe. Alors les lentilles fortes, on en a quelques exemples. Alors ici, un exemple très particulier qui est la croix d'Einstein. C'est un quasar tout seul qui est en coïncidence sur la ligne de visée avec une galaxie que l'on voit là en orange qui est assez grosse, mais quand on prend quelques niveaux de flux, on voit que le quasar ici qui a 4 images. C'est toujours un nombre impair, mais la cinquième est trop faible pour qu'on la voie. Ici on voit que le HST,
Donc ça fait des progrès quand même, le HST est très particulier. Et on n'a pas d'arc lorsque la source n'est pas étendue et ponctuelle. On a 4 images, mais on n'a pas d'arc, on n'a pas d'anneau d'Einstein ici dans ce cas-là. Il faut que la source soit étendue pour avoir un arc. Et puis, lorsqu'on a une lentille faible, on a ce qu'on appelle cisaillement cosmique. Et normalement, si on a toute une série de mires de galaxies qui seraient toutes sphériques, par exemple, pour simplifier, on voit que lorsqu'on fait le calcul d'une masse, une distribution de masse devant toute cette mire, on voit comment les distorsions vont nous renseigner sur la quantité de masse qu'on a sur la ligne de visée. Voilà une simulation, par exemple, faite par Stéphane Colombi, où on a la matière noire en rouge et les galaxies qui ont été étirées en bleu. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que cela. On ne peut pas inverser pour avoir la masse, puisque les galaxies ne sont pas sphériques, elles ont une déformation intrinsèque. On a des galaxies spirales à disque qui peuvent être vues par la tranche, donc allongées. Et donc il faut énormément de statistiques, des centaines de milliers de galaxies, pour pouvoir vraiment inverser et voir la masse ici. Donc historiquement, on a commencé à détecter ces lentilles faibles, donc avoir assez de galaxies pour avoir un certain signal à partir de l'an 2000. Jusqu'à présent, on a des précisions de 5 à 10% sur les masses détectées. Et on pense qu'en 2020, on aura inférieur à 1%. On aura par exemple le satellite Euclide qui va être lancé en 2021 et qui a la précision spatiale comme le Hubble, donc 0,1 arc-seconde, et qui fera presque tout le ciel, donc 15 000 degrés carrés avec 12 milliards de galaxies. Donc là, on va avoir énormément de précision. Et c'est avec cette précision qu'on va pouvoir faire un progrès sur la nature de l'énergie noire, son équation, etc. On a aussi des lentilles faibles de galaxie à galaxie, cette fois, donc lorsqu'on n'a pas un alignement complet de la lentille et de la source, et on pourrait s'en servir pour avoir la distribution de matière noire autour d'une galaxie, une galaxie elliptique par exemple. On sait que quand on a une galaxie spirale, on a du gaz qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 rayons optiques. Donc ce gaz est dans un disque qui nous donne la courbe de rotation, donc le potentiel. Mais une galaxie elliptique n'a pas de gaz, et donc on ne sait pas du tout quelle est la nature de la matière noire qui est autour. Donc lorsqu'on a suffisamment de galaxies autour, mais il en faut des milliers, des centaines de milliers, à ce moment-là, on pourrait empiler toutes les galaxies. Une galaxie, il n'y en a que quelques-unes, mais on peut empiler toute une série de galaxies qui ont la même masse et avoir des centaines de milliers de galaxies et pouvoir avoir une distribution de matière moyenne totale. Donc voici ce qu'on fait. Plusieurs groupes ont fait ça. Oxtra, Raphaël Gavazzi, qui va faire le séminaire tout à l'heure, a fait aussi ce genre de calcul. Donc je vais en donner quelques-uns. Oxtra et al., par exemple, on commence à détecter en 2004. Donc vous voyez une galaxie, un cartoon ici, une galaxie elliptique qui est un petit peu aplatie au point de vue étoile, et puis peut-être la matière noire. Et on a pu déterminer, justement, ils ont détecté ce signal, donc en fonction du rayon. Ici, c'est le cisaillement, donc le signal de lentille en fonction du rayon. Et on peut le détecter. Lorsqu'on change la phase de 45 degrés, on devrait annuler ce signal. Et en effet, il est annulé complètement, donc c'est bien un signal, ce n'est pas du bruit. Ici, on voit que la matière noire est assez aplatie aussi. L'aplatissement est de 0,7 fois l'aplatissement de la galaxie visible. La galaxie visible est en jaune ici dans ce cartoon. Et on voit que le halo est assez aplati, un peu plus rond, mais quand même aplati, et il est aussi aligné avec les étoiles. Donc ça, c'est une information. Et on peut détecter la quantité de matière noire autour d'une galaxie. Alors, il y a tout de même des surprises. On pensait que pour une masse stellaire donnée, on aurait toujours la même masse de halo noir, de matière noire. Ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend des couleurs. Donc ici, dans ce travail, il a été séparé les galaxies qui sont rouges, c'est-à-dire qui sont formées d'étoiles vieilles, passives, qui ne forment plus d'étoiles, où toute l'étoile a été arrêtée, la formation d'étoiles, et puis les galaxies bleues qui forment toujours des étoiles, donc sans doute ont beaucoup de gaz. Et curieusement, donc pour une masse stellaire donnée, donc par exemple 10 puissance 11, la masse du halo, la masse qui est à 200, c'est-à-dire la densité moyenne est 200 fois la densité critique, donc c'est en gros le rayon du viriel de la galaxie, du halo, eh bien cette masse de halo est plus forte lorsqu'on a une galaxie rouge. Alors pourquoi? On peut essayer d'interpréter en disant que ces galaxies rouges, en effet, comme la formation d'étoiles a été stoppée pour une raison ou pour une autre, peut-être par un problème de rétroaction, de feedback d'un noyau actif. On sait que le super trou noir qui est au centre peut envoyer beaucoup d'énergie et faire éjecter le gaz qui ne forme plus d'étoiles.
Donc ce ne serait pas qu'ils ont trop de matière noire, c'est qu'ils ont moins d'étoiles. Donc un déficit d'étoiles, et donc les rouges ont plus, pour la même masse d'étoiles, ont plus de halo que les bleus. Donc ce n'est pas le signe de cette bimodalité était débattu. En fait, on pensait, et ce qui est vrai d'ailleurs pour des beaucoup plus petites masses, les galaxies naines ont plus de matière noire en proportion, et en général elles sont bleues. Donc on pensait que peut-être c'était le signe inverse, en fait non. Donc vous voyez que ce genre d'expérience nous renseigne quand même sur la physique des galaxies, le rapport masse noire sur masse visible. Donc si on regarde donc les lentilles dans les amas, un des premiers amas qui a donné cette vue avec un grand nombre d'arcs, c'est l'amas 2218, un des premiers à détecter. Là c'est une vue un peu plus récente, mais on voit un grand nombre d'arcs ici avec des couleurs différentes. Ici orange, il faut vraiment la résolution du HST 0,1 arc seconde pour voir. Oh, flûte alors. Bien. De voir que toutes ces petites galaxies ne sont pas au même redshift, mais avec un redshift plus grand, par exemple ces petites galaxies bleues, qui sont des galaxies de fond, qui sont amplifiées par l'amas. Alors on voit, si on fait des détails, vous voyez peut-être dans la première image, on ne voyait pas tout. Ici on voit un arc, on voit aussi deux images de la même galaxie, c'était un travail de Kneb et al. Qui avait trouvé, grâce à cet amas, une galaxie à z égale 7. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir sans l'amplification de l'amas. Donc c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, de se servir de l'amas comme un télescope gravitationnel pour voir des galaxies derrière qu'on n'aurait pas vues. Si des galaxies faibles à z égale 7, on ne les voit pas normalement si on n'a pas cet amas. Alors l'amplification de l'amas peut aller d'un facteur 2, 3, 4 à un facteur 100 quand on est près de la ligne critique ou la caustique. Alors ici, justement, un des amas qui a le plus de masse et le plus de lentilles, c'est Abell 1689. Vous voyez ici la masse noire en bleu, c'est la matière totale, donc déduite des lentilles gravitationnelles. On voit que cette masse noire est en plusieurs morceaux, il y a plusieurs sous-structures ici, et que une galaxie a été vue aussi à z égale 7,6, donc toujours ce télescope gravitationnel qui est très utile. Ici, ce que vous voyez en rouge sont les lignes critiques. Les lignes critiques sont des lignes qui séparent dans l'espace de la lentille, donc de l'amas ici, au redshift de l'amas, une zone où vous aurez plusieurs images ou une seule. Donc en dehors, on avait une seule, ici vous en avez 3, puis ensuite vous en avez 5, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait les mêmes séparations dans l'espace de la source, donc à grand redshift, cette fois, on a des caustiques. Donc on va revenir là-dessus. Mais ces lignes nous servent à séparer ces zones, et près de ces lignes critiques, on a une très grande magnification d'un facteur 100. Alors voici dans cet amas qui est très riche, on s'aperçoit quand on fait un zoom sur des régions que pratiquement toutes ont un cisaillement. Ici on voit un cisaillement, on voit des arcs, on voit un grand arc ici, des petits arcs. Enfin, il n'est pas possible de regarder une zone sans voir quelque chose qui est complètement perturbé et qui vient de l'arrière-plan. Donc c'est plutôt une fenêtre sur l'univers derrière plutôt que de l'amas en question. Donc c'est une très grande complexité. On peut faire un résumé de tout ce qu'on sait un petit peu sur le caractère des lentilles. On l'a dit que contrairement aux lentilles optiques, la plupart des déflexions se fait au centre de la lentille. Aussi, si on fait l'analogie lentille optique, lentille gravitationnelle, il n'y a pas de point focal, contrairement à ce qu'on a l'habitude dans une lentille optique où on est obligé de regarder les signaux qui vont à l'infini, qui passent par la Fourier, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et puis l'ordre de grandeur, pour une galaxie unique de 10 puissance 11 masse solaire avec son halo, on a des images qui sont séparées de quelques secondes d'arc. Le plus gros, c'était un premier quasar 6 secondes. En général, c'est inférieur à la seconde. Et puis, pour l'amas de galaxies, évidemment, c'est bien plus gros et on a quelque chose de quelques minutes d'arc. Donc, c'est vraiment un ordre de grandeur. Vous voyez ici, lorsqu'on fait une simulation, on a, lorsqu'il y a exactement coïncidence, si la source n'est pas étendue, on n'a pas d'anneau, on a 4 images. Et puis, la source bouge, on a une petite étirement et puis des lentilles qui ne sont pas alignées. Donc cet amas très riche a été très étudié. Vous voyez que cette ligne critique, elle est plus complexe que ce qu'on pensait. Quand on arrive près d'une galaxie de l'amas, on est obligé de la contourner. Donc chaque galaxie d'amas ajoute sa fonction de magnification, son amplification. Et donc il faut connaître toutes les galaxies avec leur halo noir pour avoir ces lignes critiques. Et donc ici on a une deuxième ligne critique qui va séparer un nombre
d'images. Vous voyez qu'on a pu déterminer en optique et en infrarouge. On voit ici la galaxie à z égale 7,6. Comment on la voit? C'est qu'en optique, on ne la voit plus. Et là, on va revenir là-dessus. C'est qu'elles sont tellement décalées vers le rouge que tout ce qui est au-delà de l'Iman alpha et l'Iman continuum est absorbé par tout ce qui est entre la galaxie et nous. Donc on ne voit plus rien en optique et on est obligé de voir en infrarouge. C'est le signe que la galaxie est à grand redshift. Alors ces caustiques, comme on les a déjà un petit peu décrites, ici c'est une analogie avec ce qu'on peut avoir comme déflecteur qui ressemble un petit peu à un amas, c'est-à-dire avec des tas de petites vagues, par exemple une piscine avec des vagues et puis le soleil qui va dans la piscine, vous aurez des tas de caustiques de ce genre. Ici, on a un amas avec des galaxies qui font des perturbations et on a un certain nombre de caustiques. Alors, ce qu'on décrit de façon simple, ce sont les cuspides, cusp en anglais ou cuspide en français, c'est ce pointe-là ici, qui font justement l'objet d'une très grande amplification, et puis un pli et un cuspide. Lorsqu'on passe le pli, c'est-à-dire que lorsque la source passe ce pli, on a une image qui devient 3 images, donc ici A et B, et elles sont asymétriques, c'est-à-dire l'une est la symétrique dans un miroir, donc elles ont une parité différente. Et c'est cette caractéristique qui permet de savoir justement si un objet est une image de l'autre. On va le voir en un exemple ici, par exemple. Voici, ici vous avez un amas avec un grand arc, avec une image A, B, C, D, E. Tout ça, c'est des images de la même galaxie. Et on le voit parce que vous avez deux petits points ici, avec une qui a une petite comète, une petite queue de comète. Et ce que vous voyez ici en CD, enfin on voit peut-être mieux dans ce zoom-là, l'extension de la comète est renversée. Vous voyez que C a ici un pic et puis une queue, et puis D, la queue est dans l'autre sens. Et donc, ça s'inverse à la ligne critique ici, qui est dessinée en rouge. Donc, vous voyez que les queues s'inversent, ici en B vers le haut, vers le bas, et ainsi de suite. Donc, on a des parités différentes et on peut suivre ainsi quelles sont les lignes critiques, etc. Donc, dans cet arc qui est amplifié entre 10 et 20, c'est une galaxie à z égale 3,6. Et il a été possible, justement grâce à cette amplification, de détecter des molécules et de connaître le taux de formation d'étoiles dans toutes ces images. Alors ici, vous avez une petite simulation justement pour mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette simulation? C'est lorsque on prend l'image par rapport à la caustique, là, le cuspide et le pli, on la prend S1 ici, puis on la fait bouger, on la fait passer par le cusp et ensuite par un pli. Alors vous voyez que lorsque l'image S1 en rouge, elle passe par la cuspide ici, en vert, on voit que c'est là que se passe l'arc, en fait. Donc à la cuspide, vous avez une grande amplification, et lorsqu'on passe un pli, on a aussi un autre arc. Donc ça, c'est une petite simulation qui fait comprendre comment on peut avoir arc. L'arc, c'est en fait un grand nombre d'images qui a été réunies dans un arc, et puis qui est un petit bout d'anneau d'Einstein lorsqu'on est exactement... Donc ici, on dit qu'on a des doubles, des quadruples, etc. Parce qu'en général, c'est toujours impair. Donc 3, 5 images, mais il y en a toujours une cinquième qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus faible et qui est aussi confondue avec la lentille. Donc pour ces amas, on a pu déterminer, par exemple celui-ci, 2244, grâce à cet arc assez gigantesque. Vous avez plusieurs galaxies principales de cet amas. Natarayan et al. Ont pensé qu'on pouvait distinguer la distribution de matière noire, combien de matière noire des halos a été balayée par interaction de marée. Alors vous voyez qu'en effet ces galaxies sont très proches et il est normal de voir que les galaxies vont être tronquées par interaction de marée. Et en effet, on a pu montrer qu'il y avait en effet une petite partie de la matière noire qui était autour de chaque galaxie, qui est restée encore liée à la galaxie, mais il n'y en a plus que 10 ou 20%. Tout le reste a été mis en commun dans un halo commun à l'amas. Donc 80% est dans le commun et non pas rattaché à chaque galaxie. Alors c'est moins évident, ici vous avez l'impression qu'elles sont très proches, mais c'est à 3 dimensions. Donc malgré la 3e dimension, il y a pratiquement la plupart de la matière noire a été tronquée. Alors vous voyez ici comment une galaxie peut être amplifiée. Dans cet arc ici, vous avez l'impression que la galaxie forme un anneau, et en effet, on peut reconstruire la forme en reprenant toutes les images. Et cette galaxie est une galaxie probablement barrée avec un anneau.
et très bleu qui forme des étoiles et qui a plusieurs climats de formation d'étoiles à z égale 1,6. Il y a 5 images autour de cette galaxie. Et on a trouvé, par exemple, Yang 2016, une galaxie qui est une des plus lointaines à z égale 7 et très faible. Il faut bien dire qu'à z égale 7, 8, on n'en a que très peu. Mais en général, si on n'a pas d'amplification, on ne voit que les monstres, c'est-à-dire ceux qui forment 100 ou 1000 masses solaires par an, donc des starbursts. Ici, c'est la galaxie la plus faible, qui forme juste une masse solaire par an, donc très, très, très petite. Et donc, de cet amas a permis l'amplification de ces 3 images. Et ces 3 images ont permis l'observation de la Rayleigh alpha avec le télescope Keck. Donc, on en dira quelque chose. Ici, l'âge est inférieur à 20 millions d'années, donc quelque chose qui est très près du Big Bang. Et vous voyez que dans certains arcs ont beaucoup de sous-structures. Vous avez une petite galaxie ici qui est un petit compagnon, qui a une structure très caractéristique. C'est pour ça qu'on voit qu'elle vient de la même endroit. Et aussi sur l'arc. L'arc peut être décomposé en plusieurs. Excusez-moi, je vais le faire ça à chaque fois, c'est pas grave. Donc, dans ces 5 images, Karen Sharon ont pu montrer avoir un modèle de lentilles très très précis et même avoir une résolution très grande pour chaque galaxie. Ici, vous voyez comment l'arc est décomposé en plusieurs galaxies qui ont des images aussi de parité différentes. Ici, vous avez une de ces galaxies. Et lorsqu'on les recouvre toutes, il est très important de le faire avec précision parce que si vous voulez avoir le taux de formation d'étoiles et faire une évolution en fonction du redshift du taux de formation d'étoiles, il faut savoir quel est le taux d'amplification pour chaque point de la galaxie, puisqu'il peut y avoir une amplification différentielle d'un bout à l'autre, par exemple d'un bras jusqu'au centre. Donc ici, c'était un 30 masses solaires par an, donc quelque chose qui est quand même amplifié en point de vue formation d'étoiles. Et quand on regarde, donc ça c'est assez complexe, on voit la caustique ici et puis les lignes critiques. Et on s'aperçoit que lorsqu'on reconstruit l'image, il s'agit de plusieurs galaxies qui sont en interaction, sans doute. C'est pour ça que ça explique le starburst avec un bras de marée qui est très bleu. Donc ça permet de reconstruire, malgré l'amplification et la distorsion, parce qu'évidemment, ce qui nous gêne, c'est la distorsion, ce qui se passe à ce redshift-là. Alors maintenant, dans la deuxième partie, donc, ce qu'on voulait décrire ici, c'est se servir des lentilles pour amplifier ou distordre le signal du fond cosmologique. Donc le signal fond cosmologique, ici vous avez symboliquement le champ vu par Planck, le ciel de Planck, donc des anisotropies de température qui nous envoient des photons qui aujourd'hui sont dans les longueurs d'onde millimétriques et qui traversent tout l'univers, enfin une grande partie de l'univers ici, pour nous apparaître tout à fait distordus. Ici c'est schématiquement un ciel tout à fait distordu. La température n'est pas la température à cet angle-là, mais à un angle où vous avez une déflexion de θ. Donc c'est ça qu'il va falloir recalculer. L'angle θ est une fonction de la distance entre nous et la lentille, et puis la distance lentille-la source sur la distance de la source. On a toujours ce rapport de distance qui intervient dans la déflexion due à la lentille. Et lorsque vous regardez le maximum de déflexion, avec cette formule-là, elle est due au fait que lorsque la lentille est au milieu entre la source et l'observateur. Donc ce qui va créer les plus de distorsions, c'est quelque chose qui est au milieu, comme vous avez z égale 1000, et aujourd'hui c'est à peu près z égale 2. C'est pas linéaire en redshift, c'est en distance. Donc c'est plutôt z égale 2 qui fera le plus de distorsions pour la même masse donnée. Donc les ordres de grandeur, on va penser à prendre quelque chose à grande échelle, les grandes structures. Donc ça va être complètement linéaire, donc bêta très très petit. On a vu que c'était dans le cas newtonien 2 fois le potentiel sur C2 ou alors 4 fois en relativité. Et lorsqu'on regarde avec la masse qu'il y a dans 300 mégaparsec, on peut regarder que ça fait 10-4 radians. C'est quelque chose de très très petit. Et si on somme tout ça, sur 14 000 mégaparsec, la distance à la dernière surface de diffusion, on peut calculer qu'on a à peu près 50 déflexions, 50 amas ou 50 structures de ce type entre la dernière surface de diffusion et nous. Alors 50, vous allez me dire, bon, on va avoir une déflexion dans un sens, dans l'autre, c'est complètement au hasard, mais ça ne va pas être zéro à la fin. C'est un petit peu comme lorsque quelqu'un a trop bu, marche, au lieu de faire n pas, il n'a pas fait n fois la distance du pas, mais racine de n. C'est le fameux problème de la marche au hasard. Donc ici, on a racine de 50 fois une déflexion 10-4, ça nous fait 2 minutes d'arc, pour donner l'ordre de grandeur.
Donc ça va être quelque chose qui va vraiment rendre un petit peu incertaines les petites structures. Quand on le décompose en harmonique sphérique, c'est L égale 3000, donc quelque chose de très grand. Les pics acoustiques, le premier pic acoustique est à 60 arcs-minutes, donc c'est très peu perturbé. C'est surtout les petites structures, donc les grands L, qui seront perturbés. Alors voici une petite simulation, en quelque sorte, de cette déflexion. S'il y a une structure au centre, ici, on va être défléchi vers le centre. Là, la température initiale du fond cosmologique. Une fois qu'on est passé à la lentille, vous voyez que vous avez même peut-être une polarisation, et c'est comme ça qu'on va avoir des polarisations de mode B. On va voir pourquoi c'est un petit peu gênant. C'est qu'on crée des perturbations de mode B dues à la lentille, et c'est inévitable. Alors justement, ces modes qu'on décrit, alors pourquoi on les décrit mode E et mode B? Simplement, c'est par analogie au champ électrique magnétique. Il n'y a pas de champ magnétique du tout, c'est juste l'analogie de la forme géométrique. Ici, vous avez un gradient, en quelque sorte. Et ici, ça ressemble à un rotationnel, donc c'est plutôt la géométrie du champ B, mais il n'y a pas de champ magnétique du tout, hein, c'est juste la polarisation des photons qui ont cette polarisation-là. Alors, ce mode de polarisation est très intéressant car, normalement, à part les lentilles, la seule chose qui pourrait créer ces modes B, ce sont les ondes gravitationnelles, qui ont des quadrupoles, donc des tenseurs. Et ces ondes gravitationnelles sont des signatures de l'inflation. Donc si on voudrait connaître un petit peu ce qui se passe juste au début du Big Bang, qui explique les problèmes de l'horizon, etc., savoir s'il y a une inflation ou pas, on recherche ardemment ces modes B. On sait que Planck ne les a pas encore détectés, il y a une limite supérieure. Les modes B peuvent être aussi créés par la poussière. La poussière polarise le signal. Alors, ce sont des avant-plans. C'est pourquoi on s'est relativement trompé. Bicep 2 qui avait fait un claim, une sortie, un papier en disant on a détecté le mode B. En fait, c'était faux, c'est qu'il y avait beaucoup de poussière dans ce coin-là. Donc, pour l'instant, voici où on en est. On a des limites supérieures sur le rapport qui est ici, 0,1, tenseur sur scalaire, c'est-à-dire le mode B sur le mode E ici, et on a un rapport inférieur à 0,1. Donc on a une limite supérieure, on n'a pas de détection, on en est là, mais vous voyez un petit peu ce qu'on s'attend par les lentilles. Donc il faut absolument corriger des lentilles avant de détecter le signal recherché des modes B. Donc ces modulations de déflexion, elles peuvent être faites facilement. On a vu que c'est linéaire, donc ça peut très bien se simuler. Alors ici, vous avez un gradient original de la température du fond cosmologique qui est à peu près de 13 microkelvin, qui est symbolisé ici. Et puis vous avez un amas de galaxies qui défléchit un petit peu. Et vous voyez que vous allez un petit peu changer le gradient ici qui était régulier. Vous avez inversé là, rouge et vert. Et le signal ici de l'ordre de 10 microkelvin, donc c'est quand même notable. Ça permet d'inverser les couleurs. Donc ici, l'original après déflexion, vous avez changé la couleur ici. Si vous faites la différence, c'est beaucoup plus visible. Vous avez nettement l'effet de l'amas ici. Donc ça a pu être fait. Ici, on a la polarisation, on cède de la polarisation, on cède aussi des simulations numériques. Et on sait que lorsqu'on a un pic de densité, la polarisation du champ E est disons, circulaire autour. Et puis, lorsqu'on a un vide, c'est de ce style-là. Donc ici, vous voyez que là, vous avez un pic, certainement, ici un vide, etc. Donc il est possible de s'y retrouver et de calculer en chaque pixel la déflexion due aux lentilles en moyenne. Hein, c'est le fameux bêta moyen ici. Donc vous voyez, la carte a pu être faite, évidemment, en enlevant les avant-plans de la Voie lactée qui perturbent beaucoup. Donc ceci a pu être comparé aux structures à grande échelle, puisque normalement, cette structure, ce n'est pas le fond de la dernière surface de diffusion, mais c'est plutôt à z égale 2. Alors, est-ce qu'on peut le comparer? Oui. On a ce fameux effet Sachs-Wolf, du nom des physiciens qui l'avaient trouvé. On appelle ça intégré Sachs-Wolf effet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet? C'est le fait que si les photons traversent une grande structure, donc un grand amas ou un superamas, donc ici, on a un puits de potentiel qui est dû à cette structure. Donc normalement, lorsqu'une bille, par exemple, descend un potentiel, elle va accélérer sa vitesse puisqu'elle prend de l'énergie. Le photon, lui, va toujours à la même vitesse, donc il va gagner de l'énergie, il va devenir plus bleu. Donc c'est sa longueur d'onde qui va varier, c'est pas sa vitesse, bien sûr. Et donc on va avoir, lorsqu'on tombe dans un puits, le photon va devenir bleu. Si le puits ne change pas
lors de la traversée. La traversée peut prendre 1 milliard d'années si l'amas de galaxies est très gros. Donc si le puits ne change pas, eh bien, il va reperdre son énergie en sortant, il va rougir en sortant, donc finalement on aura la même couleur à l'entrée qu'à la sortie. Par contre, si vous avez de l'énergie noire qui accélère l'expansion, à ce moment-là, l'amas va se défaire et le puits de potentiel va être beaucoup moins profond lorsque le photon va sortir, 1 milliard d'années plus tard, et donc il va finalement être beaucoup plus bleu. Le puits de potentiel étant moins profond, il sera plus bleu, donc il va ressortir plus bleu, et c'est ça qu'on essaie de détecter. Donc c'est symbolisé par le même schéma ici. On peut montrer que si on a un univers plat qui est fait uniquement de matière, à ce moment-là, il n'y a pas d'énergie noire, eh bien, il y a exactement la même énergie à l'entrée qu'à la sortie. Par contre, si on a une expansion accélérée, donc une énergie noire, on va être plus bleu. Donc c'est cet effet que l'on voit. Alors avec Planck, on a pu le détecter et on a pu le comparer ici avec les structures. Alors NVSS, c'est un survey de galaxies en radio, de radio source, et on a pu faire une corrélation entre l'effet de ISW détecté par Planck et les structures détectées par le survey de radiosource. Et on voit qu'en effet, ça correspond. On a une bonne ici, on a un maximum de structures. Ici, rouge, c'est les surdensités. La même chose avec les lentilles. Les lentilles nous donnent aussi, dans cette direction-là, quelles sont les surdensités. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que les traceurs ne sont pas les mêmes. Ici, les lentilles sont surtout les structures qui sont à z égale 2. Et le survey radio, c'est plus proche. En fait, on est plus sensible. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes structures, mais c'est quand même bien corrélé. Donc, on a bien cela. Et quand on fait un empilement de tous les amas, on voit que c'est plus rouge ici que des vides. Donc, on a vraiment détecté cet effet ISW. Ici, c'est la comparaison avec le fond infrarouge. On en a parlé la semaine dernière avec Hervé Doll, qui était le spécialiste de ce survey. Si on empile toutes les régions où on a des amas, on voit cette polarisation ici et ce champ plus, et puis le contraire avec des vides. Si on empile au hasard, vous voyez qu'on ne voit rien du tout. Donc c'est vraiment une détection dans le fond cosmologique des superstructures. On peut aussi le porter en fonction de grand L, la fonction de corrélation. Donc ça, c'est celle de Planck 2013, avec aussi à petite échelle, donc les grands L, on a les observations du pôle sud, les observations d'Atacama, qui ont regardé aussi le fond cosmologique, mais à petite échelle. Et on voit que ça correspond tout à fait avec ce qu'a fait Planck, et avec pas mal de destinations bruit. Et on peut comparer avec les fonctions de corrélation, donc des quasars, des radios, et puis des galaxies rouges du Sloan. Ici, on peut comparer le résultat final de Planck en 2018, qui a intégré toutes les années d'observation de Planck. On voit bien qu'au début, en 2013, il y avait quand même beaucoup de bruit à ces L, les grandes structures. Et là, on a beaucoup moins de bruit ici, donc on a fait pas mal de progrès. Et ici, c'est aussi l'empilement des points froids et points chauds, c'est-à-dire les vides et puis les amas de galaxies. On voit bien que la polarisation est bien reliée. On a tout à fait un bon accord avec la théorie, ce qu'on s'attend avec lambda CDF. Donc maintenant, est-ce que lentille du fond cosmologique qui est observée par Euclide, là, est-ce que ça peut nous donner quelque chose sur l'énergie noire? Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se poser parce que tout de même, l'énergie noire, elle n'a aucune importance à la dernière surface de diffusion puisque lambda est presque constant. Toutes les autres densités décroissent en 1 sur R3, en 1 sur R4, et on sait que même à z égale 2, où les lentilles du CMB est effectif, l'énergie noire n'est pas encore très sensible. On sait que l'énergie noire commence à être sensible à z égale 0,5 seulement. Mais même malgré ce, on a pu détecter quand même quelque chose, des contraintes sur l'énergie noire. Avec ce modèle, ici vous avez un modèle de lentilles, et vous voyez que pour les faibles L, donc les grandes structures, vous avez en noir ce qui est prévu par le lambda CDM, donc le modèle standard, et puis en bleu quelques variations de cette métrique. Alors, cette métrique qu'on a écrite déjà la précédente fois, DS2, qui est la taille caractéristique de l'univers, donc 1 au carré, et puis ces deux potentiels, phi et psi, qui sont exactement égaux en relativité générale, mais qui pourraient ne pas être égaux si on modifie cette gravité. Donc ici, vous avez un potentiel newtonien qui est pour les particules non relativistes,
Ici, vous avez la courbure et plutôt les particules comme les photons. Et les lentilles gravitationnelles sont finalement relèvent de phi plus psi. Donc on peut quantifier les fonctions état, qui sont le rapport des deux, qui normalement valent 1 en relativité générale. On appelle cette différence le glissement gravitationnel. Alors on peut en transformer de Fourier, l'appeler donc Q, mu, sigma, enfin tout ça c'est des détails, c'est des fonctions pour quantifier l'effet. Mais ce n'est pas très important ici. Alors, qu'est-ce que l'on a retrouvé finalement avec ces diagnostics-là? Alors, on peut prendre tous les diagnostics, Planck tout seul, ou alors Planck avec les BAO, les RSD dont on a parlé d'autres fois, le weak lensing, etc. Le BSF, ça veut dire BAO, supernovae et H0. Ben, vous voyez, tous les diagnostics que l'on peut. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le pic vers lequel tendent tous ces diagnostics n'est pas 1, c'est-à-dire ici on aurait sigma égale 1 pour la relativité générale et de même ceci égale 1. Donc c'est ce point-là auquel on s'attend et on voit que Planck et tous les diagnostics nous indiquent que c'est plutôt une gravité modifiée qui serait favorisée par ces diagnostics. Ici pareil, dans le état, le gravitational slip ici, on n'a pas le point standard parmi les figures de mérite, c'est-à-dire les plus probables. On le voit aussi avec ce test-là, dont on a parlé la semaine dernière, EG, qui est la fonction f de z de croissance des structures. Alors, si la gravité a changé, on va avoir un taux de croissance différent. Le gamma à l'exposant ici est égal à 0,55 pour la relativité générale. Est-ce que les structures vont croître de la même façon? Eh bien, il semble que les grandes structures, puisque les petits L, c'est les grandes structures, sont en dessous de la valeur attendue pour le modèle standard. Ici, on voit bien, vert et rouge sont deux façons de représenter les données de Planck, et à petite structure, par contre, il n'y a pas de problème. Donc c'est aux structures cosmologiques que l'on a ces écarts. Et enfin, pour des modèles comme l'énergie noire, par exemple, on a plusieurs modèles évidemment qui sont proposés, mais il y a une cinquième force qui a été proposée et qui couple l'énergie noire à la matière noire, pas au baryon. Dans cette théorie, il y a une constante efficace, effective de la gravitation G qui est égale à la normale avec bêta 2, donc on voit bien que bêta égale 0, c'est le modèle standard. Ici, pareil, pour l'équation d'état, la pression de l'énergie noire égale à W, la densité. On voit que si alpha égale 0, on a moins 1, c'est-à-dire le modèle standard. Et donc, on s'attendrait à trouver alpha bêta égale 0. Eh bien, non. On voit qu'avec tous ces diagnostics-là, on a bêta qui n'est pas égal à 0. Donc, toujours, les données, les diagnostics ne favorisent pas le modèle standard. Alors, il y a un autre test qu'on peut faire ici avec WA et W0, c'est-à-dire l'évolution de l'énergie noire, le W, est-ce qu'il varie en fonction du redshift ou en fonction de A, qui est la taille de l'univers, qui revient à faire varier le redshift. Alors là, on voit que les divers diagnostics se séparent, et Planck se sépare des autres diagnostics de grande échelle. Ça, on l'avait déjà vu avec le sigma 8 la semaine dernière, sigma 8. Planck était toujours à part les autres tests. Là, on voit un petit peu la même chose. C'est certainement relié. Et en effet, on voit des résultats très récents de l'expérience DES. Qu'est-ce que c'est que l'expérience DES? C'est le Dark Energy Survey. C'est une expérience d'un consortium international qui observe des centaines de millions de galaxies au Chili sur un télescope de 4 mètres dédié. Donc, ils ont 500 nuits d'observation. Et ils commencent à faire ce que va faire Euclide, en fait, mais au sol, avec des filtres différents, des couleurs. Et donc, ils arrivent à détecter le sigma 8, l'amplitude de la fonction de corrélation des galaxies, avec des centaines de millions. Et on voit dans ce diagramme sigma 8 oméga m que Planck, qui est en vert, est toujours à côté par rapport à ces tests de structure. Donc, tous les diagnostics, les tests de grandes structures sont en désaccord avec Planck, et ça, on n'a toujours pas compris pourquoi. Et cette observation récente confirme que Planck est à part. On ne sait pas. Alors, on avait expliqué la semaine dernière que même en faisant varier les neutrinos ou même la courbure de l'univers, ici, en supposant qu'il est plat, on a déjà un désaccord, mais s'il est courbe, légèrement non plat, c'est encore pire. Donc, on n'arrive pas par des variations de H0, même ça, on n'y arrive pas. Alors, dans la dernière partie de l'exposé, on va s'intéresser justement à cet aspect télescope gravitationnel, donc amplifier toutes les galaxies qu'il y a derrière. Et on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est plus grand qu'un redshift de 6
est franchement due à toutes ces amplifications-là. On peut détecter un ou deux objets, mais qui sont très forts. L'essentiel de notre information sur ces galaxies primordiales est dû aux amplifications gravitationnelles. Alors justement, il y a un programme clé qui a été accepté au Hubble Space Telescope, HST. C'est un programme clé, c'est-à-dire un programme qui a énormément d'heures de temps sur un consortium international. Il s'appelle Frontier Fields, les champs frontières. Et qu'est-ce que c'est que ce programme clé? Ils observent une série d'amas de galaxies assez proches, restif 02, 03, 04, tel celui-ci. C'est un amas de galaxies qui a plutôt deux sous-structures. Et ils regardent, alors là je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des petits ronds rouges qui sont toutes les galaxies à grand redshift qui sont derrière et qui sont amplifiées. Alors comment on les détecte? On commence à faire avec le HST des filtres de couleurs, donc on a moins 5 ou 6 couleurs. Et même ici on en a 3 et 7 quoi. Alors, deux exemples de galaxies où dans les couleurs plutôt optiques, ici il s'agit de DU, B, V, etc. Et ici en rouge c'est l'infrarouge, donc 1 micron, 2 microns, 3 microns. On voit que l'objet au centre n'est pas vu, il a été complètement absorbé par tout ce qui est entre cet objet et nous, et puis il va apparaître en infrarouge ici. Donc on voit que le décalage vers le rouge est assez fort, et donc on a une petite idée du redshift rien qu'en regardant les filtres de couleurs, sans faire de spectre. Une fois qu'on a détecté ce genre-là, on sait que ce sont ces objets-là qui sont lointains, qui sont des candidats à être des galaxies lointaines, et on fait un spectre. Alors voici le principe du spectre. En fait, il y a une chute brutale, ce qu'on appelle un break, une cassure, une troncature en fait, due au ray de Lyman. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est l'hydrogène qu'il y a entre ces objets. Alors plus l'objet est à grand redshift, plus il aura une cassure brutale, puisqu'il y a beaucoup plus de choses sur la ligne de visée entre l'objet lointain et nous. Et cette cassure nous dit que c'est le Lyman continuum qui est coupé. Donc on a une idée du redshift. Vous voyez que z égale 2, ici la longueur d'onde. Donc si on va à z égale 8, on est obligé de regarder cet objet à des longueurs d'onde microns. Pourtant, dans le référentiel au repos, c'est une luminosité ultraviolette qu'on regarde et qu'on voit en infrarouge proche. Donc c'est cette luminosité ultraviolette qui est ici, c'est pour ça qu'elle est très sensible à l'obscuration. Donc ici vous avez l'exemple de Huang et al. Qui a vu ces trois images dans un amas et qui a pu détecter cet objet à z égale 7 avec ces trois rays de Lyman alpha. Ici on a d'autres rays à d'autres redshifts, mais ici c'est Lyman alpha de cette galaxie. Donc c'était la galaxie la plus faible avec une amplification pour les trois images de facteur 11, 5 et 3. Donc avec tous ces objets à grand redshift, on a pu montrer quelle était l'évolution en fonction du redshift de ce taux de formation d'étoiles, la densité de formation d'étoiles de l'univers en fonction du temps. Alors, au départ, on ne connaissait pas cette partie-là, donc on avait extrapolé, il y avait beaucoup de modèles qui avaient le taux de formation d'étoiles proportionnel à la masse de gaz et qui prédisaient ceci, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Il y a une chute beaucoup plus brutale que les prédictions qui se trouve là. Maintenant, on commence à avoir un certain nombre. Et donc, la seule chose qui pourrait correspondre à cette chute brutale, c'est que la formation d'étoiles est proportionnelle à la masse du halo et non pas à la masse du gaz, donc c'est beaucoup moins fort. Alors voici où nous en sommes. Ici, vous avez le nombre de galaxies qui ont été détectées. À z égale 10, il n'y en a que 6 pour l'instant. Ça, c'est une revue qui a été faite en 2016, mais depuis, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est aux limites du HST. Le HST ne peut plus, on n'a plus que quelques pixels et quelques photons. Et donc, il nous faut le JWST, le James Webb Space Telescope, que vous voyez là. Le HST ne fait que 2 mètres de diamètre, donc il est vraiment limité en sensibilité. Ici, on a un télescope de 6,5 mètres qui va être déployé. Donc, malheureusement, il est encore retardé. Il aurait dû être lancé, il est retardé jusqu'en 2021, mais on pense qu'il va être bien lancé. Comme c'est de l'infrarouge, il faut qu'il soit beaucoup plus loin, donc il est au point de Lagrange, alors que le Hubble tournait en 1 heure autour de la Terre. Donc ici, c'est quelque chose qui ne pourra pas être réparé par les astronautes, il va être à des millions de kilomètres. Mais on espère que tout ça va être débloqué parce qu'il aura beaucoup plus sensible ici. Donc vous voyez quand même, à z égale 7, on a des centaines de galaxies, mais à z égale 10, on est bloqué.
Donc ici, donc c'est ce que je disais, il y a beaucoup de modèles maintenant, vous voyez en bleu, qui prédisent cette chute brutale, mais avec des physiques de galaxies qui sont différentes. On a donc appris quelque chose sur la physique des galaxies à grand redshift que l'on ne connaissait pas. Alors, les lentilles, comme on voit, sont relativement complexes. Je voulais montrer un aspect, c'est de plus en plus complexe. Hein. Au début, on était peut-être un peu optimiste en pensant qu'on avait déjà détecté le détail de la masse des galaxies. Vous voyez un petit peu comme les lignes critiques dépendent de chaque galaxie. Maintenant, il faut connaître exactement la forme de chaque galaxie, ici, cette ligne-là. Alors, ces lignes, je vous rappelle, elles séparent dans l'espace de l'amas la région où il y a une image, puis 3 images, puis 5 images. Ici, vous voyez d'ailleurs en vert, bleu, toutes celles qui ont plusieurs images au centre. Ici, vous en avez le même amas, vous avez toutes ces galaxies en vert qui ont des images multiples. Et donc, tout ceci nous a permis d'avoir des fonctions de luminosité de ces galaxies à Sylvia Redshift. Et c'est là qu'on peut. Alors, ici, oui, alors, ici, il y a une petite animation. Je ne sais pas si elle est assez valable. C'est qu'il y a plusieurs lignes critiques selon les auteurs. Et vous voyez un peu que c'est complexe. Donc, souvent, on voudrait savoir exactement si, à ces divers redshifts, l'évolution que l'on voit, on voit qu'on a de moins en moins de galaxies, lorsqu'on passe z égale 8, 7, 6. Là, on a encore assez de statistiques puisqu'on a des centaines de galaxies. Est-ce que l'évolution est due au fait qu'on a des galaxies plus lumineuses ou bien on a moins de galaxies toujours avec la même luminosité? Alors ça, c'est toujours une dégénérescence. Ici, les auteurs, McClure et al. Pensent que à grand redshift, on a une évolution seulement en densité, alors qu'au vent, on avait une évolution en luminosité. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très convaincant. À mon avis, il y a les deux, et les deux sont mélangés, et c'est assez difficile de savoir si on a toujours les mêmes luminosités vu les barres d'erreur. Alors, il y a un cas qui est très surprenant, un objet à 11.1, c'est le plus éloigné, qui a été trouvé grâce à sa raie de Lyman alpha ici. C'est une galaxie assez petite, puissance 9 masse solaire, et ce qui est très bizarre, c'est qu'en faisant un survey d'une région assez petite, 0,2 degrés seulement, on a détecté cette galaxie qui est la galaxie la plus brillante, même pour Z supérieur à 6. Or, si on regarde la probabilité de trouver cette galaxie, il aurait fallu observer 10 à 100 fois plus de surface pour trouver une galaxie comme ça, vu la rareté. Donc, quand on le met sous forme de nombre de galaxies en fonction de la luminosité, la luminosité plus grande est ici, assez petite luminosité, on voit que cet objet est spécial et il n'est pas dans la suite de tout ce qu'on connaît. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un, évidemment. Alors on est peut-être tombé par hasard sur l'objet le plus brillant sans avoir eu besoin de surveiller. Donc ici, il y a une grande barre d'erreur. Et lorsqu'on aura plus de statistiques, on saura si vraiment on va tomber là-dessus. Alors on peut aussi penser que d'autres instruments, on a vu que le HST était limité, et on a pensé que ALMA pourrait peut-être nous aider, puisque en effet, comme on est très 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 décalé vers le rouge, on observe ces galaxies en UV. En UV, on sait que la poussière éteint les galaxies, donc en ALMA, on peut détecter en millimétrique la poussière elle-même, qui émet en 1,3 mm de longueur d'onde. Ici, vous avez par exemple un anneau d'Einstein en poussière, c'est l'émission de la poussière de la galaxie qui est derrière l'AMA. Et on l'observe à la fois en poussière et puis dans les raies moléculaires, les raies de CO par exemple. Et donc, voici un des premiers surveys qui a été fait dans le Hubble Ultra Deep Field. On a le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité UV et le redshift. Donc ça, c'est en noir les optiques et en rouge celles qu'on a détectées avec ALMA. Et ça se voit beaucoup mieux lorsqu'on met la masse stellaire en fonction du redshift. On voit que c'est les plus massifs qu'on a détectés, et c'est qui est normal parce que ce sont les plus massifs qui ont le plus de métaux et qui ont le plus de poussière. Donc c'est celles qu'on voit, celles qui sont le plus éteintes et qu'on ne voit pas beaucoup en optique. Donc là, ALMA c'est en cours, donc on aura sans doute beaucoup de résultats avec ALMA. Alors ici, vous avez une galaxie justement amplifiée. Hein, vous avez un arc qui ressemble à un serpent, donc il s'appelait le serpent. Ce serpent, en fait, est dû aux amplifications de ces deux galaxies autour. Et alors il y a un aspect de lentille que je n'ai pas décrit vraiment, mais c'est que l'amplification, elle n'est pas due à une
brillance de surface augmentée, mais elle est due à même brillance de surface à une augmentation de la surface de l'objet. Une galaxie est plus grande lorsqu'elle est amplifiée, mais sa brillance de surface est la même. Donc finalement, la conséquence, c'est qu'on a beaucoup plus de résolution spatiale pour une galaxie. Donc pour cette galaxie-là, qui, comme vous voyez, imagée 3 fois ici, avec une amplification d'un facteur 10 à 100, parce qu'on est près de la ligne critique, eh bien, on a pu avoir une résolution de 30 parsecs à un redshift de 4 environ. Donc on peut résoudre les nuages moléculaires un par un et savoir s'il y a une évolution en fonction du redshift. Et en effet, vous voyez, tous les nuages moléculaires ont, en fonction de la masse et de leur taille, une masse plus grande pour une taille donnée. Donc ils sont plus concentrés à grand redshift, alors que tous les points rouges, c'est des nuages moléculaires proches, des galaxies proches. Donc on a pu voir une évolution, et ça toujours grâce aux lentilles gravitationnelles qui nous donnent une résolution de 30 parsecs à très grand redshift. Alors la pression, elle est vraiment la même. Donc finalement, je pense que vous êtes convaincus maintenant que ces lentilles gravitationnelles sont vraiment un outil très précieux pour connaître tout l'univers obscur, l'univers que l'on ne voit pas. Grâce aux cisaillements cosmiques, on peut, si on a énormément de galaxies et beaucoup de statistiques, avoir la masse des halos, la distribution de masse et même avoir l'alignement de la masse noire sur la masse optique, avoir les biais. La dernière fois, là. Et puis, on a aussi l'outil de lentille du fond cosmologique qui nous permet de savoir s'il y a une gravité modifiée ou si l'énergie noire est dynamique ou pas. Et puis, l'outil de télescope gravitationnel qui a fait vraiment progresser énormément notre connaissance des galaxies à très grand redshift, au-delà de 6, 8 et 10, durant la période de réunification de l'univers. Donc, ceci, on attend le JWST, mais là, on a déjà beaucoup progressé grâce aux lentilles gravitationnelles. Donc, je m'arrête là. Merci.